T'as vu ma chérie? Viens voir. Viens voir. Tu me prêtes tes jumelles, Paul? Oh, T'as vu la cocotte? Regarde, regarde là-bas. C'est plein de phoques. Les phoques, c'est la grande attraction de la station balnéaire de Berck-Plage, dans le Pas-de-Calais. Les mammifères se dorent au soleil en toute tranquillité, ou presque. c'est super. Regarde avec les jumelles, ma poupette. Chaque touriste veut sa photo. Mais comme une photo ne suffit pas toujours, la plupart d'entre eux se dirigent vers les boutiques de souvenirs qui longent la plage. Bonjour. Il y a plein de trucs qui me tentent et qui... Il y a plein de choses qui te tentent, mais il faut en choisir un. Pour les babioles, Isabelle distingue plus facilement le mauvais goût des autres Pour moi, c'est un peu kitsch. que le sien. Oh, ça par contre, les phoques, c'est rigolo. Avec le petit cœur, Berck-Plage. En fait, il me fait craquer. Je vais le mettre sur une petite étagère avec les autres souvenirs de voyage. Isabelle repart donc avec son phoque de Berck, mais aussi un moulin à vent et un cerf-volant pour son mari. Voilà madame, donc total 58 €, 70 s'il vous plaît madame. Pardon, merci madame. Quelques dizaines d'euros pour de petits objets auxquels on tient souvent beaucoup. Pourtant, ils ne sont pas toujours beaux. Ils correspondent rarement à ce qu'on a vu en vrai, mais voilà, ce sont nos souvenirs à nous. Et certains se sont fait une spécialité de les vendre. Jérémy tient un Berck à un magasin sur le front de mer. Il a repris l'affaire de son grand-père avec son frère. Avec un certain succès jusqu'à cette année, l'une des pires qu'ils aient jamais connues. C'est pas terrible. Ouais. Non. Et ça devrait pas. Franchement, c'est pas normal. Les deux frères attendent beaucoup du week-end du 15 août pour renflouer les caisses. Pour moi, juillet août, c'est la moitié de mon chiffre d'affaires, quoi. Donc, faut vraiment pas se rater. Les cadeaux souvenirs, qu'ils soient vendus à la sauvette sur un trottoir ou en boutique, sont toujours à peu près les mêmes. Antoine, lui, compte bien dépoussiérer le genre. Il faut que je sois pile dans l'axe de l'Empire. Il a eu l'idée de découper dans l'acier les horizons des grandes villes, comme Paris et New York. Cette année, il a fait un pari fou. Vendre 100 000 exemplaires dans l'un des plus grands salons internationaux de la déco. Mon ambition, c'est que ça devienne une marque de référence dans l'objet de souvenir. Ça devienne un objet culte, un objet réflexe. À Marseille, Nicolas, le petit-fils de Marcel Pagnol, fabrique toutes sortes de souvenirs à l'effigie des personnages de films de son illustre grand-père. Je mets notre best-seller, le t-shirt « Tu me fends le cœur ». Tu me fends le cœur. Oh! Et alors? Alors, ne jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rire. À toi, il te fait rire. Nicolas ne compte pas s'arrêter là. Il a un projet bien plus grand. Il y a encore 30 ans, les souvenirs étaient fabriqués dans nos régions de manière artisanale. Voilà le Brigitte nouveau. Eh ben parfait. Mais le Made in France est aujourd'hui un lointain souvenir. 80% des objets vendus en France viennent de l'étranger. Même les touristes ne se laissent plus berner. Ça vient de Chine, Taïwan ou Thaïlande. Ça vient de Chine. Ces tours Eiffel ont toutes été fabriquées en Chine, dans des conditions de travail dignes d'un autre temps. Des magnettes comme cela, j'en produis des millions chaque année. Enquête sur le business des souvenirs. Il faut parfois des années pour trouver l'objet souvenir qui deviendra un best-seller. Pour Antoine, c'est arrivé par hasard, lors d'une sortie en mer. Il y a 2 ans, son père prend depuis son bateau une photo de Marseille au soleil levant. C'est fou, la lumière, elle a rien à voir là. Ouais. C'était une belle photo, ça c'est sûr. On l'a tous mis en fond d'écran.
cette atmosphère-là, ça a dû être vraiment une seconde. J'ai des photos avant, j'ai des photos après. C'est pas du tout la même ambiance, mais tout d'un coup, il y a d'abord la première ligne du Frioul, le château d'If derrière, et puis la ligne de la ville avec Notre-Dame de la Garde qui sort et puis ce dégradé de ciel. Cette simple photo souvenir fait germer une idée dans la tête d'Antoine. À l'époque, il est menuisier. Il fabrique des chaises et des armoires pour des magasins de déco. Je travaillais avec une entreprise qui faisait de la découpe laser dans de l'acier. Et je lui avais demandé de découper ce dessin-là. Et puis je l'ai envoyé à mon père en lui disant voilà, c'est le clin d'œil de la photo. Le contre-jour de Marseille devient ainsi un objet à part entière. Son père l'accroche chez lui et le succès est immédiat auprès des copains. Chaque fois qu'on l'a montré, qu'il y avait cette line qui était accrochée au mur, tous les gens disaient mais j'en veux une, où est-ce qu'on trouve ça voilà. Antoine sent qu'il tient un bon filon. Il en fait fabriquer plusieurs centaines, les met en valeur dans de jolies boîtes et la magie opère. Après le succès de Marseille, il fait le tour du monde. Paris, Rome, Jérusalem. En tout, 25 villes sont découpées. Son entreprise démarre bien, mais au bout de 2 ans d'existence, Antoine est déjà obligé de se renouveler s'il veut continuer à en vivre. Dans le business des souvenirs, la concurrence est rude. Le jeune homme a une nouvelle idée. Il compte la concrétiser à New York. Dans le quartier de Manhattan, les boutiques de babioles ne manquent pas. Pratique ça, à ramener, mettre chez soi. Une petite table de nuit comme ça. Hein? Et en bon petit Frenchie, Antoine fait du mauvais esprit. La boule à neige sans neige. Magnifique. On a des enfilades comme ça, on a des quartiers entiers qui sont dédiés aux souvenirs. Il n'y a pas une vraie passion du produit, quoi. C'est des produits qui sont cheap, qui sont fabriqués en Chine, qui coûtent très peu cher. Et il y a très peu de cohérence dans la sélection, voire même pas du tout. Alors nous, c'est tout ce qu'on veut pas, c'est être vendu ici. Donc on travaille très dur pour sélectionner les boutiques et pour justement pas être vendu ici. New York, Antoine l'a déjà immortalisé. Il a même réussi un coup inespéré. Placer sa ligne dans la boutique de l'un des plus prestigieux musées au monde, le MoMA, et ses 3 millions de visiteurs par an. Le petit Français se retrouve exposé aux côtés des grands noms du design. Jean-Emmanuel, ça va? Bien et toi? Génial. Bienvenue à New York. Emmanuel dirige les achats de la boutique du musée, et il est français. Comment ça marche alors? Super, très très bien. Ouais, ils ont bien? Vraiment un bon retour des clients. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se vend aussi bien à des touristes qu'à des locaux. Ouais. Donc c'est vraiment intéressant pour nous. Pour gonfler les ventes, Antoine voudrait exposer ses autres villes. Vous avez qu'une seule référence, c'est ça à chaque fois? Vous avez que New York? Pour ta collection, mais on n'a que New York, c'était un choix. La démarche, c'était vraiment de focuser sur New York. Sur New York. Plutôt que de devenir un prix bien sûr. trop touristique. Ah ouais. Bon, c'est génial. Je sais que ta collection est beaucoup plus, plus vaste. Elle est bien plus vaste. Refus poli, mais ferme. Antoine s'y attendait. C'est à ce moment-là qu'il place son nouveau projet. Vendre une ligne géante d'1 mètre de long. L'idée là, c'est qu'on va faire une autre vue de New York. D'accord. Depuis Brooklyn pour Downtown et Williamsburg pour Uptown. Et l'idée, c'est de pouvoir, à l'extrémité droite et l'extrémité gauche d'une des 2 lignes, de pouvoir les assembler. D'accord. Et donc la nouvelle ligne sera de même... Exactement la même chose. Donc du coup, ça fera une ligne... d'1 mètre, possiblement d'1 mètre, mais on peut acheter soit Uptown, soit Downtown. Si on veut, on peut acheter les 2, ce qui multiplie le chiffre d'affaires potentiellement par 2. Une double ligne. Ça fait plus de chiffre d'affaires, etc. De quoi doubler ses ventes. Reste un petit détail tout de même. Trouver l'angle de vue qui donnera la plus belle découpe. L'enjeu est de taille. Avec ce format XXL, il espère toucher encore plus de boutiques. Loin du brouhaha de New York,
les dunes vantées du Pas-de-Calais. C'est un 14 août frisquet et il n'y a pas grand monde sur le front de mer. Voilà qui n'est pas de bon augure pour les boutiques de souvenirs, comme celle de Jérémy. Quelle heure il est là? 10h moins 10. Il faut absolument qu'à 11h30 on ait fini. Pourtant, il compte sur ce long week-end de 4 jours pour se refaire d'une année difficile. D'ailleurs, il ne laisse rien au hasard. Du coup là on met une petite étiquette Berck-Plage par-dessus, parce que les gens ils veulent absolument qu'il y ait écrit Berck, forcément. Souvent quand je passe dans les rayons, j'entends les gens « Non, non, ça je le prends pas, c'est pas écrit Berck ». Voilà, il faut que ce soit écrit Berck, absolument. Sinon, ça se vend moins bien. Autre tactique, mettre en avant les best-sellers. Par exemple, les boules à neige. Succès garanti, même s'il ne neige jamais à Berck. À l'entrée, il a placé les magnettes, son plus gros succès. C'est des petits prix, c'est des choses sympas, les gens mettent sur leur frigo, donc à chaque fois ils le voient tous les jours, donc ça leur rappelle les vacances, quoi. Donc les gens sont super contents. Donc voilà, puis surtout c'est un petit prix. Et puis, juste en face de la caisse, la fierté de la région. On a les petits phoques de Berck. Il y a même des gens qui viennent que pour ça, ils viennent que pour voir les phoques, donc ils veulent ramener un petit souvenir avec un phoque. À une centaine de mètres, la boutique de son frère et associé Mathieu. Lui, parie sur des souvenirs moins bord de mer. Il a même décroché une exclusivité dont il n'est pas peu fier, les mugs d'animaux. On est les seuls sur l'esplanade à l'avoir. Il vend aussi des objets religieux et d'autres un peu moins. Tahitienne, là. Ça, c'est super. C'est super, mais ça ne se vend pas beaucoup. En tout cas, moins bien que l'année dernière. Alors, ce week-end du 15 août, Mathieu dans son magasin. Bonjour, mesdames. Et Jérémy dans le sien attendent de pied ferme le touriste qui se fait désirer. Il n'est pas fou, là, pour l'instant. Ça va venir dans l'après-midi. Bah ouais, j'espère. J'espère. Il est 11h. Sur sa terrasse, au-dessus de la boutique, il y en a un autre qui fait des comptes. C'est Jean-Claude, leur grand-père. C'est ce qu'on appelle avoir personne. Il n'y a personne. Regarde, il n'y a aucun client. Et on est le 14 août. Il y a encore 8 ans, c'est lui qui tenait les rênes, avant de passer la main à ses petits-fils. Apparemment, les gens ne sont pas installés encore. Ça roule, ça roule, ça roule. Donc, je suppose qu'ils vont arriver. Mais pour l'instant, c'est calmos. Hein. Jean-Claude a un peu de mal à renoncer à 40 ans de commerce. Alors, il continue de faire un point tous les midis avec ses petits-enfants. Ça va, Pi? Ça va. Vous aussi? Bah oui, ça va. Ça donne quoi? Moyen. Moyen? Ouais. Ouais, j'ai regardé, là, j'ai pas vu grand monde. Hein. C'est pas ce qu'on espérait ce matin. Ça fait peur. Cette fois-ci, le grand-père ne sait pas trop quel conseil leur donner. Il n'a jamais trouvé la martingale qui fait sortir le touriste quand le temps ne s'y prête pas. Avril, c'était pas mauvais, hein. Finalement. Non. Avril, c'était... Là, franchement, on avait bien débuté. Hein. Et arrive en juillet, boum, il pleut tous les jours, t'as du climat à la con. Forcément, tu peux pas... De toute façon, ce qu'on a perdu, on le rattrapera pas. Hein. Non. C'est pas possible. Est-ce que c'est ça? C'est le magasin qui l'appelle parce qu'ils ont du monde. Soit il y a un problème. Soit il y a quelque chose. Là, quand ils appellent comme ça, c'est qu'ils ont besoin de lui. Hein. Voilà. Donc, La priorité, c'est la boutique. Oui. Ouais. Et Jérémy a bien fait de descendre. Sans raison apparente, son magasin s'est rempli d'un coup. Pierre, viens en caisse, s'il te plaît. Ce sera tout, madame. Ouais. Vous prenez les cartes bleues, ça? Bien sûr. Je vais faire payer la dame pour tout ça, là. Et puis, 34,50 €, s'il vous plaît. Un par carte. Oui. Ça commence à s'activer, là? Ouais, heureusement, il était temps. Comme on dit dans la partie,
les affaires reprennent. Voilà, monsieur. Bonne journée à vous, merci. Bateau piraté. Sur toi, Lisa. Pas question de laisser passer une telle occasion de vendre. Jean-Claude, le grand-père, file à l'entrepôt pour réapprovisionner le magasin. Quand il a commencé, les objets souvenirs étaient bien différents. Le client d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. On vendait du matériel pour les locations, ils achetaient des verres, des assiettes, des fourchettes, des cocottes minutes, tout ce que vous voulez pour passer le mois. Et puis la dernière semaine, ils achetaient des souvenirs. Entre deux, ils achetaient du jouet de plage. Aujourd'hui, ça c'est complètement périmé, hein, ça n'existe plus. Là. Alors, ma liste. Parce qu'ils m'ont dit qu'il leur fallait de la réserve en parasol. Les magasins de souvenirs ne pourraient pas tenir sans les traditionnels jouets de plage. Quand il a commencé, Jean-Claude ne vendait que du Made in France. Mais ça, c'était il y a longtemps. Quand j'ai ouvert, je cherchais un fabricant de souvenirs, je prenais ma voiture, j'allais dans le Jura, dans l'Ain, dans l'Isère, dans le Sud, Valoris particulièrement. J'allais aussi dans les Pyrénées, enfin dans tous les endroits où on fabriquait du bois ou du cuivre, etc. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, on est bien obligé de passer par les importateurs. Hein. Et c'est plus du tout les mêmes produits. Ils viennent d'où ces produits? C'est l'Asie en général. 80% des souvenirs vendus en France sont chinois. 2, 4, 6. Mais tous ces petits objets, qui entretiennent le souvenir de vos vacances pour seulement quelques euros, sont loin de laisser un bon souvenir aux ouvriers chinois qui les fabriquent, dans des conditions dignes d'un autre siècle. Quasiment tous les objets souvenirs vendus en France proviennent de la même région de Chine. À 9500 km de l'Hexagone, Yihu, la capitale mondiale du souvenir. La ville a construit l'un des plus grands centres commerciaux du monde. Ces 70 000 boutiques proposent des objets par milliers. Il y en a pour tous les vendeurs de souvenirs du monde. Nous avons des produits qui plaisent énormément à l'étranger, car nous pouvons les personnaliser, imprimer n'importe quel logo ou n'importe quel monument touristique. Faire son shopping ici, c'est un peu comme faire le tour du monde. Il y a encore 10 ans, Jenny Ye était graphiste. La jeune trentenaire a rapidement senti qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner dans le business des souvenirs. Et elle a eu le nez fin. Jenny Ye est aujourd'hui millionnaire. C'est un petit monument en métal qui a fait sa fortune. Ça, ce sont les petites tailles? Oui, ce sont les 25 cm, mais il y a aussi les plus grandes. Les fours de son usine tournent 24 heures sur 24. Il faut dire que des tours Eiffel, elle en vend pour tous les goûts, de toutes les couleurs et sous toutes ses formes. En porte-clés, en magnette, et non sans un certain sens de l'humour. Ces tours Eiffel sont prêtes à être envoyées en France. C'est pour un vendeur de souvenirs. Ce qui est amusant, c'est que ce sont probablement des touristes chinois qui vont acheter cette tour Eiffel, alors qu'elle est fabriquée ici, en Chine. La première étape de la fabrication est confiée aux machines.
Voici avec quoi on travaille. C'est très lourd. C'est un alliage de zinc. On le place dans la machine qui le chauffe à très haute température. Puis le zinc coule dans les moules et prend la forme que vous souhaitez. L'objet sort brûlant de la machine. Vous voyez, ça ressemble à ça. Ne touchez surtout pas, ça peut aller jusqu'à 1000 degrés. Ce sont des pins avec la tour Eiffel et le drapeau français. Mais pour polir l'objet, le rendre bien lisse, pas de machine. Dans une pièce dépourvue d'aération, les ouvriers travaillent comme au 19e siècle, au début de l'ère industrielle. Nous avons interdiction de leur parler pour ne pas ralentir leur cadence. Mais nous apprendrons qu'ils travaillent 10 heures par jour pour un salaire d'environ 300 € par mois. Là, ils sont en train de fabriquer d'autres objets pour la France. Ce sont des magnettes qui font aussi ouvre-bouteilles. Mais vous avez beaucoup de clients français? Oui, et ils sont très fidèles. Des magnettes comme cela, j'en produis des millions chaque année. Grâce à ces petites mains, chaque magnette coûterait moins de 30 centimes d'euros à produire. Pas étonnant que les souvenirs chinois inondent le marché, au détriment des rares artisans français encore debout. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, une entreprise fait de la résistance. Elle fabrique un objet culte qui se trouve dans bien des cuisines françaises. Le bol breton, celui avec les 2 oreillettes et son prénom devant. Un souvenir bien à soi et qui sent bon l'enfance. Pour peu que l'on trouve son prénom. Voilà le Brigitte nouveau. Eh ben parfait, super. Dans ma famille qui vient depuis 1928 à Saint-Gilles, on a toujours eu nos bols. Et on a toujours nos bols. Et nos petits-enfants ont leurs bols. Dans chaque maison, il y a des bols. Et dès qu'on a des amis qui viennent nous voir, on offre des bols. Le bol breton est fabriqué à l'ancienne. Aucune machine ne les sort à la chaîne par milliers. Et comme le veut la tradition, les couleurs sont posées à la main. Seule concession à la modernité, l'inscription du prénom est faite par une machine. Fabriqué à l'ancienne, ça a du bon, sauf quand l'antique imprimeuse se montre capricieuse avec Claude, le patron de l'entreprise. Faut être tout le temps dessus, hein. C'est une machine qui a 50 ans. Aujourd'hui, Claude se bat avec le tampon de la ville de La Rochelle. Voilà, là j'ai toujours, vous voyez, j'ai toujours un problème là, avec mon... Le problème avec tous les tampons, on va en tamponner 10 000 ou 5 000 de chaque, il n'y aura pas de souci, tout se passe bien, on le reprend 15 jours après. Il faut retailler parce que dans la nuit, il a décidé de m'emmerder. Il n'est pas bien. Vous voyez, il n'est pas droit, le bol. L'église, elle penche par là, donc il faut la ramener par là. Mais ça, les gens, ils le verront pas. Ah, mais pas moi. Cet amour du tampon parfait, les concurrents asiatiques de Claude ne l'ont pas forcément. Alors rien ne l'irrite plus que de voir dans les autres boutiques ou sur Internet des publicités vantant le véritable bol breton. C'est des mensonges. Voilà, les acheteurs sont floués parce que c'est complètement faux. Un véritable bol breton, d'abord, il n'existe pas. Il a été inventé en Vendée, chez nous. Donc après, il a été copié.
Et depuis bien longtemps, c'est ou les Chinois ou les Asiatiques en général. Et ils ne sont pas plus cons que nous. Et comme nous, on leur a pas mis de barrière ni rien du tout, aujourd'hui, il n'y a plus de le métier, il n'existe plus. Et notre balance commerciale se pète la gueule. Et personne ne dit rien, ça ne dérange personne. Hein. Vous pouvez mettre ça. Claude tient à nous montrer la différence de qualité qu'il y a entre les bols asiatiques et les siens. Nous, il est décoré à la main, entièrement décoré à la main. Celui-là, c'est un chromo. Un chromo, c'est une décalcomanie qui est collée. Nous, donc, on décore et on émaille. Et ça bouge plus, puisque l'émail, c'est de la poudre de verre. C'est du verre, en fait. Donc, ça bouge plus. Le verre protège le décor. Là, forcément, après X lavage... là, c'est déjà parti. Là, on voit bien déjà sur décalcomanie sur l'émail. Là, déjà, l'écriture est très pâle. Regarde par rapport à... Voilà. Pour éviter de mettre la clé sous la porte, comme tous les autres fabricants français, Claude réduit ses marges au maximum. Mais il lui est quasiment impossible de concurrencer les bols bon marché, qui inondent les magasins de souvenirs. Comme dans celui de Jérémy, à Berck. Des bols bretons made in China, il en vend à tour de bras. Ça, c'est le dernier? C'est mes 2 derniers, oui. Ça, c'est le plus normal. Oui, c'est 3 €, madame, oui. 3 €. C'est pas cher, hein. Ouais. 3 € contre 8,50 € pour un vrai bol breton fabriqué chez Claude. Et pour ce qui est du prénom, Magdalena. Magdalena, s'il vous plaît. c'est la vendeuse qui s'en charge. Et ça? Umberto. On est bien loin de la faïence indélébile, cuite au four. Ça vous va? Ça tient bien après dessus, ça. Un bon chocolat, faut attendre un petit peu avant de le passer au lave-vaisselle, mais après, il faut attendre 48 heures généralement. 20,80 €. Et voilà comment un bol chinois sera offert demain, Et voilà, mesdames. en souvenir de Berck, par des Sud-Américaines à des amis parisiens. Merci, merci, TFA. Et merci le protagoniste. Mais Jérémy s'intéresse moins aux subtilités de la mondialisation qu'à sa caisse. À cause du mauvais temps, le jeune patron a fait un très mauvais début de saison. Mais en ce week-end du 15 août, le soleil est au rendez-vous. Tous les commerçants de Berck le savent, les touristes, c'est comme l'océan. Ça arrive par vagues. Et voilà, s'il vous plaît. Merci à vous. Alors, ça vous va, madame? Très bien. Vous cherchez un cadeau souvenir? Oui, c'est surtout les magnettes pour mettre sur le réfrigérateur. C'est pas des cadeaux bien chers. On prend ça. Pour mettre ses bougies, elle dit toujours ces machins ils pètent. Avec une bougie le soir, ça fera joli. Elle cherche un phare qui fait du bruit quand on passe devant. Mais je sais pas si là. Chez Jérémy, le client ne reste jamais seul. Voilà. Il y a des quelqu'un aussi devant. Vous prenez celui-là avec les piles? Bah oui. Ok, ça marche. Parce que c'est 2 € de plus, les piles. Ok. Avoir du monde, c'est bien. Mais quand des bouchons se forment dans le magasin, Jérémy doit vite les désengorger. Des allées bondées, ça fait fuir le touriste. Constance, viens à la caisse, s'il te plaît. Je te mets des billets de 5, pièces de 2. Hein. 12,90 s'il vous plaît, madame. Merci. Ça fait plaisir de bosser comme ça passe vite, on voit du monde, donc non, c'est top, c'est top. La caisse tourne à plein régime, mais cette belle embellie risque de tourner court. Jérémy va devoir faire face à un événement imprévu qui va se passer juste en face de sa boutique. Merci. N'hésitez pas à repasser. D'accord. Merci, c'est gentil. Merci, madame. Bonne soirée. Bonne fin de journée. Merci, au revoir, madame. Merci. Allez, on va le mettre là. De l'autre côté de l'Atlantique, Antoine, le jeune Français qui découpe les contours des villes dans l'acier, est venu à New York pour se relancer. Son objet se vend bien,
Mais dans le business des souvenirs, il faut savoir se renouveler pour tenir. Sa ligne de New York mesure 20 cm, il veut la porter à 1 mètre. Mais pour cela, il a besoin de trouver un panorama plus large. Alors on va faire les photos pour prendre le meilleur angle de vue possible pour faire la nouvelle ligne de New York. On est à l'heure du coucher de soleil, en tout cas juste avant, ce qui va nous permettre d'avoir une lumière rasante et d'avoir juste le relief et l'ombre des bâtiments. Sa photo, il va la prendre du bateau-bus qui traverse l'East River. Selon Gaspard, un copain new-yorkais, il n'y a pas meilleur point de vue. Et tu penses là, c'est le meilleur endroit, tu crois, pour la photo, là? Ouais. Il faut aller vite, alors. Ouais, il faut aller vite. Il faut que je sois pile dans l'axe de l'Empire. L'idée, c'est vraiment d'avoir le dessin comme ça, mais vraiment, tu vois, même la moindre cheminée, l'antenne, tu vois, même les 2 petits dômes comme ça, triangulaires, là. Le moindre détail est important. Quand je vais le dessiner, ce sera vraiment ça que je prendrai en compte. Donc, ce qu'on veut, c'est quelque chose de factuel, quelque chose qui existe. Et le meilleur moyen pour avoir ce qu'on veut, c'est d'y aller, de se rendre sur les lieux et de prendre la photo pour être sûr qu'on a exactement la même chose. Reste maintenant à sélectionner les meilleures photos parmi une centaine de clichés. Tout se passe dans ces locaux parisiens. Cette nouvelle création est un gros enjeu pour Antoine. Il compte la présenter dans un salon international qui réunit les acheteurs du monde entier. L'Empire State, le Chrysler Building et le bâtiment de l'ONU, on peut pas y échapper. On est obligé de les mettre, on est obligé de bien les mettre en valeur. Ouais, elle est bien. Là, c'est parfait. Là, on est bien de face. Là, c'est hyper reconnaissable. Ouais, mais en fait, là, déjà, tu peux le réduire parce que t'as le même bâtiment, là. Tu peux les superposer. Ah oui, exact. T'as un doublon. Qu'est-ce que t'en penses, là? Ouais, mais là, on est bon, je pense. Pas mal, hein? Une fois qu'on a fait ce panoramique, nous, on se sert de cette photo-là pour dessiner notre produit. On a des villes où, d'une part, on ne peut pas prendre de recul. Je pense à Paris, par exemple, qui est une ville qui est plutôt enclavée. On a eu du mal à prendre du recul pour avoir des monuments de loin, en tout cas des monuments côte à côte. Donc on a toujours des sujets qui sont compliqués. Et nous, on sort une nouvelle ville tous les mois. Et à chaque nouveau produit, on se demande si ça va marcher. Et on ne sait pas. Tous les mois, on est un peu dans l'inconnu. Je suis content parce qu'on a bien contourné le bras. À investir toujours plus et prendre des risques. C'est justement ce que va faire Antoine ce jour-là. Ça va, Alain? Antoine. Comment ça va? Très bien, et toi? Ouais. Alain est ferronnier. Il dirige l'atelier de découpe. Alors tu vois, là, ils sont en train de préparer des lignes Paris. En 2 ans, Alain a fabriqué près de 50 000 pièces. Tout le travail est effectué par cet énorme robot de 25 tonnes. La nouvelle machine, la bête. Il découpe les villes au laser avec une précision de l'ordre du 10e de millimètre. Ce monstre de technologie voilà, Antoine. Produit 300 villes par heure. Génial. Alors là, on a la partie 1. Et voilà la nouvelle découpe de New York. Ça, c'est nickel. Hein. Vu les petits détails ici. Là. Ça, c'est vraiment fin, ça. Hein. C'est dingue hein, que ça puisse couper sans se tordre. C'est quand même hallucinant, ça. Hein. On aurait pu le faire en plastique, on aurait pu le faire en papier, en carton. Mais l'idée, c'est que en le faisant dans de l'acier, on a un objet qui a une matérialité, donc qui est rigide, qui ne se casse pas. Antoine espère faire un carton dans quelques mois au Salon international de Paris, maisons et objets. Les commerçants du monde entier s'y déplacent à la recherche de la bonne idée. Là, c'est à Bruxelles avec l'Atomium, là. Jérusalem. Yes. Le pari est d'autant plus osé pour Antoine qu'il va tenter d'y écouler près de 100 000 villes. C'est la première fois qu'il investit autant d'argent. Le jeune homme n'a pas le droit à l'échec. À Marseille aussi, il y en a un qui joue gros, très gros. Mais contrairement à Antoine,
il garde le sourire, car l'aventure dans laquelle il s'est lancé jouit d'une belle publicité, en pleine page d'un grand quotidien régional. Pagnol toujours dans le vent. Nicolas n'est pas n'importe qui. C'est le petit-fils de Marcel Pagnol. Et ce jour-là, il lance toute une gamme de souvenirs au nom de son illustre grand-père. On va proposer pour la première fois toute notre production aux plaisanciers et puis aux touristes. C'est une façon de se faire connaître. En fin stratège, il commence son aventure sur les îles du Frioul, l'un des endroits les plus touristiques de la région. Bien sûr, il vend les traditionnelles cartes postales, plaques émaillées et porte-clés. Mais Nicolas compte surtout sur sa gamme de t-shirts. Ah oui, moi je veux le bord de la marine. Je mets notre best-seller, le t-shirt « Tu me fends le cœur ». Parce que c'est vraiment je crois, une des phrases les plus connues, une des répliques les plus connues du cinéma français, en tout état de cause de l'œuvre de Marcel. Comment, tu me surveilles comme si j'étais un tricheur? Tu me fais ça à moi, un camarade d'enfance à toi? Merci. Je te fais de la peine. Non, tu me fais plaisir, tu me fais plaisir. Tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, un bandit de grand chemin. Je te remercie. Tu me fends le cœur, hein? Oh, allons, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh! Et alors? Alors, ne jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rire. À toi, il te fait rire, alors. Oh, très bien. Tiens, cœur. Hop. On part avec ça. Ah, si on part avec ça, ça va être... Oh là 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 là. Regarde. Regarde. La princesse. Magnifique. Oh. Le château de ma mère? Et ça parlait d'un petit garçon? Oui. Ah bah c'est la gloire de mon père. Voilà. Si les souvenirs de Pagnol, son grand-père, ne rencontrent pas le succès escompté, Nicolas jettera l'éponge. Mais cela mettra surtout en péril un projet encore plus audacieux. À Berck, le week-end du 15 août bat son plein. Et les touristes sont au rendez-vous. Mais Jérémy, le vendeur de souvenirs, est contrarié. Les vacanciers ont du mal à quitter la plage. Son magasin reste désespérément vide. Moi, juillet-août, c'est la moitié de mon chiffre d'affaires, quoi. Donc, il faut vraiment pas se rater. Et en particulier là, le week-end du 15 août, c'est un week-end de 4 jours. Donc voilà, faut y aller, quoi. Il faut bosser à fond, il faut vendre. Voilà, ça c'est obligatoire. Ce matin, un concours de volley féminin est organisé juste devant sa boutique. Voilà qui crée un petit attroupement qui n'est pas pour déplaire à Jérémy. Mais le sport féminin en petite tenue est-il vraiment le meilleur ami d'un commerçant? Pour les yeux, c'est sympa, pour le commerce, un peu moins. Ça ramène du monde, mais pour moi, pour mon commerce, c'est pas bon. Parce que je suis juste en face, et les gens, en fait, au lieu de venir dans mon commerce, eh ben, ils sont en face et ils regardent le beach volley. À situation tendue, réaction radicale. Oui. Jérémy lance l'opération promo. Ouais, tu sais, Constance, les petits porte-clés cœur. Oui. Tu sais. 4,90, on va les mettre à 3 €. Okay. D'accord? Parce que là, c'est... Non, ça va pas. Donc un gros 4,90 barré, 3 € et un truc promo aussi, tu sais, une étiquette comme ça éclatée promo, pour que les gens le voient bien. Ça se vendait bien il y a quelques années, j'avais commandé une trop grosse quantité et je me retrouve avec sur les bras, quoi. Et là, j'ai du mal à les vendre parce que c'est un peu dépassé. On fait des paris, des nouveautés, on se dit tiens, ça va plaire et finalement ça plaît pas, du coup, bah voilà, on est obligé de casser le prix, faire un moitié prix pour que ça parte. Il faut dire que certains objets méritent de bonnes promos. Le phare porte-bougie, impossible à écouler. La mouette qui crie quand on s'approche. Ou encore, les petits paniers de coquillages, qui ne sont pas de Berck, mais des Philippines, et qui ont du mal à trouver preneur, puisqu'il n'y a pas marqué Berck dessus. Avec de tels prix, Jérémy
espère voir ses rayons se vider rapidement, histoire de rattraper une saison en demi-teinte. Et voilà deux. Merci, bonne journée. Merci à moi. Profitez bien du soleil. Au revoir. Vendre des objets souvenirs n'est pas un métier facile. Il faut se démarquer de la concurrence. Nicolas, le petit-fils de Marcel Pagnol, a donc décidé de proposer des cuvées siglées des œuvres de son grand-père. Ne reste plus qu'à trouver quel personnage de roman honorera les bouteilles. Donc là, c'est quelques petits visuels, on a travaillé un petit peu dessus, quelques petites ébauches pour donner une petite idée de... J'aime beaucoup la Fanny en vin rosé, avec le petit décor fleuri derrière. Le César est aussi dans l'esprit, manquerait peut-être un petit peu de couleur. Du parfum aussi. Voilà. Le blanc va bien aux femmes. D'ailleurs, Alexis ne boit que du blanc, elle ne boit pas de rosé ou de rouge. Un rosé Marius. Ouais. Un rosé Marius. Ça sonne bien, je trouve, moi. Ouais. Ouais. Hein, ouais. Une piscine de Marius, c'est... On va faire un rosé Marius et un blanc Fanny. On s'est posé la question hier. Ouais. On va préparer les bouteilles, on va faire les maquettes. Et puis après, on va te faire plein de maquettes différentes. Oui, voilà. Et on va peaufiner. Ces vins et tous les autres objets Marcel Pagnol, Nicolas veut éviter qu'ils se retrouvent en grande surface, perdus au milieu d'objets ordinaires. Il a donc ouvert sa propre boutique. Et il n'a pas choisi son emplacement au hasard. Le quartier du Panier est l'un des plus vieux de Marseille, mais aussi le plus touristique. Ouais, c'est très bien. Ouais. Remets l'affiche pour voir. Oh, c'est nickel. Nicolas inaugure sa boutique dans quelques heures. Tout est réglé au millimètre. Laurence, t'en penses quoi? Je trouve que ça ressort pas bien, il y avait le tableau derrière. La centaine d'invités arrive dans 3 heures. Un peu plus avancé? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Fanfan? Ce dont il est le plus fier, ce sont sans doute ces plaques de métal inédites. C'est un visuel trouvé chez ma grand-mère, qui est un projet d'affiche qui n'avait pas été retenu. C'est une belle évocation de la fameuse partie de pétanque qui bloque le tramway. Je mesure. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Pardon, c'est pas une plaisanterie, c'est une partie de boule. Aïe, aïe, aïe. Mon pauvre papa. Il est pas moi. Alors, je tire. C'est que je suis pressé, moi. Silence! Vous voyez pas que vous risquez de troubler le tireur? Oh, quel cocu, mon ami. Allez. Ce magasin a bien failli ne jamais voir le jour. Sa grand-mère, la veuve de Marcel Pagnol, ne l'a jamais vraiment accepté. Elle n'a dit oui que peu de temps avant sa mort. Je pense qu'elle avait peut-être peur que j'écorne l'image de son mari et de son œuvre. Et elle m'a donné cette autorisation au bout de 10 ans de travail dans les compagnies familiales. Parce que bon, j'espère qu'elle a eu confiance en moi et qu'elle a vu que j'aimais son mari peut-être autant qu'elle. Pour preuve, avec l'argent généré par les ventes, Nicolas se lance dans un grand projet d'envergure. Tout commence à Paris. Ah, monsieur Benjamin Alimi. Comment vas-tu? Ça va et toi? C'est un plaisir de te voir. Bah, moi aussi. Avec les recettes des souvenirs, Nicolas finance la restauration des films de son grand-père, qui ont maintenant plus de 80 ans. C'est toujours aussi un petit peu d'angoisse, parce qu'on se demande quelle est l'étendue des dégâts, est-ce qu'on va pouvoir sauver le film? Il n'y a pas de champignons. Non, sur cette bobine 1, ça se passe pas trop mal, c'est pas la plus endommagée. Pourquoi tu m'appelles monstre de nature? Ça te fatigue de me voir travailler? Travailler. Parlons-en de ton travail. Ça doit pas t'en donner beaucoup des ampoules, hein? Des ampoules aux mains? Ça non, mais j'en ai une ici sur l'épaule, qu'on dirait une épaulette d'officier. Pour restaurer un film, il faut 6 mois de travail et 200 000 €. Remets-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, rien. 200 000 € ne se trouvent pas sous les sabots d'une mule. Alors, pour l'inauguration de sa boutique, il a fait venir des figures de Marseille. Et c'est une scène digne des films de son grand-père qui va se jouer ce jour-là. À Paris, au salon Maison et Objets, Antoine,
Le jeune entrepreneur joue gros, lui aussi. Hong Kong, vous avez vu ou pas? Souvenez-vous, il a commandé 100 000 lignes et il n'a que 5 jours pour les écouler. Putain, mais il va nous manquer tout ce qu'ils ont... On a oublié un carton, c'est pas possible. Sans compter qu'il a investi 15 000 € dans le stand et qu'il a dû embaucher un vendeur pour l'occasion. Il faut mettre le paquet sur les nouvelles boutiques. Nous, nos clients qu'on a depuis longtemps, on leur parle plus pas. Ah, on leur dit bonjour, on leur offre un café, mais le café dure 1 minute, quoi, tu vois, pas plus. Mais encore faut-il que les bons acheteurs se présentent. Vous avez une boutique à Paris? Oui, la librairie, en fait, dans le centre Pompidou. Mais on travaille avec vous, mais en face. Ah, voilà. Bon courage pour la suite. Au revoir. Un coup d'épée dans l'eau, et ce n'est pas le seul. Ah oui, j'adore. Merci, moi aussi. Merci. Voilà une dame très intéressée, mais pas vraiment intéressante. Typiquement, c'est le genre de client qui vous intéresse? Je pense pas. À la carte, elle est censée avoir une boutique de déco, il y a écrit graphisme. Le maillon fort de votre chaîne graphique. C'est une imprimeuse. Ça commence donc plutôt doucement, mais avec une moyenne de près de 90 000 visiteurs, dont la moitié vient de l'étranger, Antoine reste confiant. Avec sa responsable marketing, il part jeter un œil aux autres stands, histoire de sentir l'air du temps. Et on peut dire qu'il est plutôt varié. Ouais, il y a beaucoup de trucs. C'est marrant, tu vois, mais c'est de ne pas le vendre. Mais c'est beau, ils ont une belle image, je trouve. Mais il y a aussi des bibelots par milliers et sous toutes les formes. Sans compter les indémodables, comme la boule à neige Tour Eiffel et sa version plus smart. Et puis, il y a les entreprises dont la réussite les fait rêver. Je comprends pas qu'ils aient toujours autant de succès. C'est un truc de ouf. En ne bougeant pas. C'est quand même un bel exemple. C'est lui. Mais lui, tu sais qu'il est multimillionnaire. Cette marque a commencé comme lui, avec un seul produit, mais différent. Les guirlandes modulables. Ce qu'ils ont réussi, c'est de partir avec un produit, un monoproduit. Et c'est une entreprise qui existe depuis 10 ans, je crois. Donc il s'est un petit peu diversifié d'une façon assez intelligente et surtout reconnaissable. C'est ça qui est intéressant. Nous, on est dans une phase où on cherche quelle suite donner au projet. Peu importe finalement le produit qu'on vend, ce qui est intéressant, c'est comment on le vend. Que ce soit du souvenir ou que ce soit du chocolat, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on le vend et nous, c'est ce qu'on cherche. A priori, ils n'ont aucun concurrent sérieux. Sauf qu'au détour d'une allée... Regarde où ils ont... Un stand de ligne d'horizon comme les siennes. Avec un petit plus. Elles sont en liège et on peut y épingler des photos. Eux, ils ont Marseille aussi. On a différentes lignes de villes européennes. Vous pouvez les mettre au mur ou sur une porte, ou n'importe où. C'est livré avec 10 punaises blanches et 10 noires. Ça, c'est ma décoration. Mais vous pouvez épingler n'importe quel papier. Et c'est quoi votre prix de gros? 12,58 €. Et un magasin? En boutique, vous pouvez les vendre 29,99 €. Thank you very much. Have a nice afternoon. Pour le jeune entrepreneur, c'est un coup dur. D'autant plus que le prix de vente est équivalent. Le doute s'installe. Même s'il maîtrise à merveille la langue de bois. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces produits, du coup? Alors, même si au premier regard, on peut penser que c'est similaire, en fait, ça l'est pas du tout. On a des représentations qui sont complètement différentes, avec des matériaux utilisés qui sont complètement différents. Ce qu'il y a de similaire, c'est le sujet, la ville et le prix. Voilà. J'ai quand même l'impression qu'on a un produit qui est plus qualitatif, qui raconte avec une histoire qui est plus intéressante, un environnement de marque qui est plus intéressant aussi. Finalement, Antoine a peut-être raison d'être optimiste. Sur son stand, les clients commencent à mordre. 35 for
J'en prends 35 de Hong Kong, 25 de Londres et aussi 25 de New York et 30 de Paris. Donc, Biarritz, Rome, Barcelone, Hong Kong, Bruxelles, San Francisco, Chicago. Ah oui, Paris, vous n'en avez plus. 20 de... De Barcelone? Non, Shanghai. Ouais, il est bouillant. On a eu, je crois, une cinquantaine de boutiques, ce qui est bien pour une première journée, ce qui en tout cas paye l'intégralité du stand et de tout ce qu'il y a autour, de tous les frais. Après, il faut qu'on fasse le tri, voir si c'est des boutiques qui nous conviennent, si on va avoir suffisamment de stock pour tous les approvisionner. Et Antoine ne croit pas si bien dire. Thank you very much. Bye bye. Après 5 jours de salon, non seulement il a vendu ses 100 000 pièces, mais il est même en rupture de stock. Le jeune entrepreneur a réussi son pari. Des commerçants de 35 pays lui ont acheté ses villes. Qui aurait parié sur le succès de ce petit bout d'acier, inspiré d'une simple photo de Marseille, prise presque par hasard par son père. Décidément, Marseille semble la ville de tous les possibles. Avec l'inauguration de la boutique qui lui est dédiée, l'aventure Marcel Pagnol est lancée pour de bon. Bon, faisons pour tout le monde. Et comme un clin d'œil au cinéaste, 3 des héros de Pagnol semblent s'être échappés de la pellicule. Non pas inquiétante. On retrouve une jolie Fanny, Miss Marseille. Enchantée. C'est un plaisir. un Don Camillo qui a emprunté les traits du curé de la paroisse. Bonjour mon père, Nicolas Pagnol. Et je vois que vous avez de saintes lectures. Et voilà. Et comme chez Pagnol, l'ecclésiaste et le politique ne sont jamais bien loin. Voici Jean-Claude Gaudin, Bonjour monsieur le maire. le maire charismatique de Marseille. Très bien, je suis ravi de vous dire. Un maire dont la gouaille n'a rien à envier à celle d'un pépone. C'est elle qui préside l'association des amis de Marcel Pagnol. Redoutable José Moutin. Bonjour madame. C'est quand même une emmerdeuse. Hein. Oh, de première. Mais c'est pas grave. Oh Jean-Claude. De toi, comment je le prends? Tu dois le prendre bien. Je sais, merci. C'est un compliment. C'est ce que t'aurais dit Pagnol. C'était exactement. Exactement. Je pense qu'il aurait aimé, et c'est ça le plus important. C'est beaucoup de sourires, beaucoup de sympathie, c'est que du bonheur. Nicolas n'aurait pas pu rêver plus belle fête pour saluer la mémoire de son grand-père. À Berck aussi, on fait la fête. Certes, la saison n'a pas été bonne, mais il en faut plus pour abattre Jérémy, son grand-père et son frère. Alors messieurs, vous trinquez à quoi là? À la mauvaise saison. Saison ratée. Ce week-end du 15 août est tout de même le meilleur de l'année. La catastrophe est donc évitée. Tout le monde, 2 minutes. Je voulais tous vous féliciter pour le boulot que vous faites et donc voilà. À nous. L'année prochaine, Jérémy et sa famille seront de nouveau sur le pont pour nous permettre de ramener un petit bout de vacances et de rêve à la maison.